On va partager un peu de musique. Là, tu as aussi 14 secondes pour reprendre ta place. Normalement, c'est bon. Pour aborder l'avenir, on l'a vu tout à l'heure, il faut des profils, il faut des hommes, il faut des investisseurs, des entrepreneurs. Il faut aussi faire preuve d'audace et d'innovation. On va partager 3 exemples d'audace et d'innovation relativement fortes. On va aller dans l'agence immobilière, je vous l'ai dit, on va aller dans l'alimentaire et on va aller dans la bande dessinée. J'appelle Bernard Cadot, Orpi, Guillaume Roman, Leclerc et Marc Zidjovic de chez Canal BD. Marc, Guillaume, Bernard. Alors, Marc arrive avec son sac Canal BD. Voilà. Guillaume se met, allez, entre les deux. Et Bernard sera donc à ma droite pour ceux qui nous regardent. Voilà. Marc, on va commencer avec vous. Prenez le micro. Attends, ne bougez pas, je vais vous donner le micro rouge. Le libraire, le passionné de BD. Alors vous, la première audace quand même, avant même d'imaginer ce que vous pourrez faire demain, c'est d'avoir fait le choix de la coopérative. Parce qu'il y a encore quelques années, vous étiez une association de libraires. Je fais un peu volontairement court, mais ça va permettre comme ça que vous le développiez. Et à un moment donné, vous avez dit, voilà, on va être audacieux. Avant de commencer, simplement, j'aimerais bien rebondir sur l'exemple de cette start-up israélienne dont nous parlait Gaspard Koenig. De cette société, donc de cette nation, dans la nation start-up. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que l'Azouz, en hébreu, ça veut dire bouger, et zouz, cette monnaie, ça veut dire avance. Et en fait, c'est vraiment ce que l'on fait nous tous les jours. On bouge et on avance. Et je trouve que c'était vraiment un formidable exemple. Alors, il y a quand même eu un moment où ce mouvement s'est accéléré d'un coup. C'est quand vous avez décidé de passer d'une association de libraires qui partageait une passion de la BD sans aucun doute, mais pas beaucoup plus, à une coopérative où là, pour le coup, on s'organise pour partager beaucoup plus. Oui, alors en fait, si je peux simplement raconter un petit peu le parcours, parce que c'est important d'expliquer pourquoi. Dans les années 2004, il s'est avéré que nous étions, nous les libraires, les petits libraires indépendants, menacés, car en fait, tout vient du fait que l'industrie du disque connaissait une dégringolade, et notamment les grandes surfaces culturelles aussi, par la même occasion, perdaient complètement leur part de marché dans la vente du disque, et avaient décidé donc de prendre la bande dessinée et de la mettre en avant dans leur magasin pour remplacer ces parts de marché. Donc vous étiez attaqué. On était plus qu'attaqué, on était vraiment menacé. Et donc, si vous voulez, pour rien, je peux les citer, c'était Fnac et Virgin à l'époque, et il nous fallait vraiment vite réfléchir à une solution qui nous permettent de ne pas tomber. Je voudrais simplement expliquer que le livre, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons qu'un fournisseur pour un livre. C'est-à-dire que si je veux acheter un Astérix, un Tintin, c'est le meilleur des exemples, je ne peux m'adresser qu'à un diffuseur. Et ce même diffuseur, c'est lui qui décide donc du prix unique du livre, du prix du livre, et qui décide de notre marge, donc de notre marge brute, donc de notre, après coup, de notre bénéfice. Donc vous êtes sous perfusion. Mais complètement, et c'est une situation très compliquée, qui est très difficile, parce que, en fait, notre énergie se passe à discuter des remises en permanence. C'est une situation qui est anachronique, puisque notre temps en tant que commerçant, c'est de passer notre temps à avoir la relation avec nos clients pour mieux vendre. Et ça n'était pas comme ça. Donc en fait, il s'est passé, à un moment donné, je vais tout raconter, j'avais comme client... Non, pas tout, parce qu'on a quand même... Non, alors pas tout, oui, voilà, je suis désolé, hein, vraiment.
Ah, c'est libraire, voilà. quand il commence à raconter l'histoire, Ah ça oui, prend des pages. Hein. Mais oui, mais c'est important. On a 3 pages, Pour en gros, pas comprendre, plus. c'est important. Voilà. En fait, j'avais comme client un consultant qui connaissait très bien le commerce associé. Et depuis des années, il me parlait de commerce associé. Et il connaissait notre association libraire. On était relativement dynamique, mais on avait quand même un problème, c'est que justement, on manquait de dynamisme et on n'avait pas possibilité de faire circuler de l'argent dans cette association. Et Bruno Fermier donc, nous a convaincus et a convaincu donc, une partie de ces libraires de se transformer en groupement. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons perdu la moitié de nos membres. Donc de plus de 100, nous sommes descendus à 50. Et alors je vous rassure tout de suite, aujourd'hui on a regagné, on est plus de 100, aujourd'hui on est 108. Depuis hier on a regagné 3 libraires et tout se passe bien. Mais c'est en ce Voilà. sens qu'à l'origine, ce choix-là était une sacrée audace. Alors, parce qu'en gros, vous oui. aviez coupé ce que vous étiez en 2. Exactement. Mais vous le si on ne saviez. le faisait Et vous pas, le saviez avant. on savait pertinemment, on pouvait même revenir plus bas que là où nous étions. Mais enfin, on est tous des entrepreneurs indépendants et le risque, on le connaît, on sait ce qu'on fait, on est responsable et on n'avait de toute façon pas d'alternative. Donc comment vous avez convaincu la cinquantaine qui ont accepté de suivre Alors, ce ça, c'était le passage-là? travail de Bruno et des quelques élus qui ont convaincu tous ces libraires et qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance, parce qu'on était quand même des gens un peu responsables. Mais le plus difficile, en réalité, c'était de convaincre nos fournisseurs de nous suivre, puisqu'on est dans un métier quand même où, je veux pas, c'est un nom un petit peu dur, mais on était quand même un peu asservis par nos fournisseurs, où c'est eux qui décident de notre avenir et de nos remises. Et en fait, on a réussi, avec les années, à les convaincre que, toujours ce qu'on utilise, ce mot gagnant-gagnant, qu'en nous suivant, on pouvait travailler ensemble à réaliser des opérations commerciales. Et petit à petit, la greffe a pris. Et voilà. Et aujourd'hui, on travaille en permanence, on réalise en permanence des opérations. On a 2 magazines, un manga, un magazine plus généraliste. Mais ça, vous pouviez le faire avant, vous n'aviez pas besoin d'une coopérative pour Oui, le faire. sauf qu'aujourd'hui, c'est en grosse partie financé par les éditeurs. Ça change tout. Donc du coup, on a plus de moyens. On peut aider de nouveaux libraires à intégrer, d'ailleurs, si des personnes veulent se reconvertir, il y a des villes où c'est possible. Donc vraiment, l'avenir est devant nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on est parti, si vous voulez, à 8% de part de marché. Aujourd'hui, on a dépassé les 12%. Et notre objectif sur 2020, c'est, et on va les atteindre, c'est d'atteindre la part de marché de la FNAC. Donc, ce n'est pas rien. Et entre-temps, Virgin, malheureusement, je dirais, s'est cassé la figure. Et aujourd'hui, quand justement Bruno Fermier et moi-même et plusieurs correspondants, donc libraires, sont en face des éditeurs, on leur dit « Vous avez perdu Virgin, mais nous, peut-être que vous perdrez un libraire, mais vous ne perdrez pas 108 libraires en même temps. » C'est ça qui est important. Alors, quel bilan 10 ans après, puisqu'en gros c'était en 2007, je crois. C'est ça. Voilà, ouais. Bon, une petite dizaine d'années l'année après. prochaine, on fête nos 10 voilà. ans, donc on essaie de préparer une grosse je pose fête. la question avant que tu répondes, parce que sinon on est mal barré. Ouais. Quel bilan vous tirez de cette organisation en coopérative, au-delà, on l'a bien compris, d'être allé chercher de l'argent dans la poche des fournisseurs pour financer des initiatives que vous auriez pu faire avant, mais pour lesquelles vous n'aviez pas de moyens. Alors quel bilan? Alors déjà, bon, ça va vous paraître ridicule ce que je vais vous dire, mais parfois, quand on était en association, j'avais en face de moi des libraires qui étaient pas toujours, qui étaient un peu bêtes. Aujourd'hui, j'ai en face de moi des gens intelligents, comme si le commerce coopératif et associé était un modèle qui avait été fait pour nous. Et c'est étonnant de voir les gens évoluer et changer. Voilà. Donc les adhérents sont différents de ce qu'ils étaient. Mais ils ont tous changé. D'accord. Ça, c'est le côté humain. C'est le côté humain. Oui, en termes économiques, est-ce que vous avez... libraire, c'est en fait un métier
où les gens sont foncièrement indépendants. Et là, l'esprit des gens a changé. On est en permanence. Donc, pour reprendre cette bonne formule, vous êtes passé d'indépendant à interdépendant. Ça aussi, ça fait partie un peu des poncifs ici, mais là, ça correspond à une réalité. Économiquement, vous y avez gagné. Oui, économiquement, on y a gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? Des niveaux de marge, des niveaux de remise, pardon. On est au maximum des remises que peuvent nous donner les éditeurs. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans, j'avais une très faible remise, ce qui est quand même incroyable. Quand on commence, on doit avoir des grosses remises pour pouvoir se développer. Et aujourd'hui, quand de jeunes libraires ouvrent leur librairie, eh bien, ils ont les mêmes remises, immédiatement les mêmes remises que des gros libraires dont je fais partie. Pour terminer, donc, ça veut dire que vous recrutez aujourd'hui des nouveaux adhérents. Vous l'avez dit, il y en a quelques-uns qui sont rentrés. Voilà, les 5 premières années, on a recruté personne. 2015, vous avez recruté combien, par exemple? Alors, on a recruté plus d'une dizaine de libraires. D'accord. Voilà. Ah oui, donc sur la taille du parc, en pourcentage, c'est beaucoup. Oui, mais aujourd'hui, on peut faire face à ces intégrations. Les fournisseurs, pour terminer. Alors, les fournisseurs, curieusement, essayent parfois de convaincre des libraires de rentrer dans le groupement. C'est quand même incroyable. Ouais. Parce que ça leur simplifie la vie, parce que ça leur coûte plus cher, mais ça leur simplifie la vie. On a un état d'esprit, je dirais, conquérant. À un moment donné, commerçant chez les libraires, c'était un gros mot. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, en tout cas chez nous. Alors voilà un exemple d'audace qu'on voulait partager, c'est l'audace originelle d'aller dans une forme coopérative lorsque sur le marché, on n'y est pas habitué. Guillaume, donc pour Leclerc, là on va parler d'une audace en termes d'innovation et de façon dont on peut piloter un projet dans un mouvement d'indépendants, en l'occurrence sur le e-commerce. Alors Leclerc, je ne vous présente pas, l'activité Drive de Leclerc non plus qui est déjà du e-commerce, mais là on va parler spécifiquement du non-alimentaire. En quoi ça a été difficile, audacieux, innovant que de mettre Leclerc en mode e-commerce sur le non-alimentaire, en gros, c'est-à-dire sur partout où est Amazon? On peut commencer par le commencement, malgré tout. C'est comme toujours. Même si on va parler de non-alimentaire, il faut quand même parler du Drive aujourd'hui, qui est une expérience probante. Et cette expérience a évidemment permis la réflexion et la mise en marche de tout le mouvement sur la question du non-alimentaire. Donc, c'est vrai que dans un mouvement, on en a beaucoup parlé ce matin, l'expérimentation pragmatique d'un groupe d'indépendants, c'est quand même la clé de beaucoup de succès. Et le Drive en fait partie, puisque c'est l'expérience en fait d'un adhérent toulousain, certes avec l'appui de la collectivité, qui a pu au départ démarrer cette activité alimentaire. Et ça vous a donné goût au e-commerce, puisqu'aujourd'hui c'est un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est à peu près 50% de part de marché sur le Drive. Exactement. Et pour le mettre en perspective de la thématique qui est audace et innovation, juste pour finir sur ce point, c'était quand même dans un contexte où le e-commerce était quasi exclusif, voué à la livraison à domicile, et que quand on parlait d'alimentaire, on parlait de livraison à domicile alimentaire. Donc c'était quand même relativement audacieux et innovant de se dire non, finalement, on ne va pas tomber dans la livraison à domicile et résister à ce modèle pour partir plus sur un modèle de collecte sur le Drive. À titre perso, donc je rappelle, enfin non, je le dis d'ailleurs, tu es adhérent à Valréas, on est dans le sud. Oui. À quel moment tu es parti dans cette direction-là dans ton entreprise? Eh bien, je n'y suis pas encore parti. Voilà. Donc, en gros, bien le sens de ta question, je crois. Non, un peu caché, mais tu l'as vite trouvé. Je n'y suis pas encore parti pour plein de raisons d'infrastructure autour du magasin et on va dire de relooking qui font que ça va arriver. Et ça sera une nouveauté pour la région de Valréas, mais si effectivement, ça ne sera pas une nouveauté pour l'enseigne. Donc, je ne sais pas combien je serai. Aujourd'hui, on est à plus de 600 drives. Je ne sais pas quel numéro j'aurai, en tout cas, sur le panneau du Drive. Pour faire la perspective après sur le non-alimentaire et cette expérience, en fait, le non-alimentaire, on l'a abordé un petit peu comme le Drive, et puis c'était culturellement par rapport au commerce indépendant, quelque part logique de l'aborder comme ça. Donc, sur des marchés plus classiques, sur lesquels on avait ou on n'avait pas de GSS type multimédia, culturel ou autre, on a attaqué ce marché du e-commerce en fait de la même manière que le Drive, avec
le stock du magasin, le prix du magasin, et donc l'obligation pour le client de choisir son magasin à l'entrée. Bon, en fait, là aussi, l'expérimentation peut être parfois heureuse et parfois un peu plus malheureuse, mais on apprend aussi de ses échecs. Donc, même si ce n'est pas un échec, ça a été quand même, en tout cas, un fort enseignement en interne de se dire qu'il y a des marchés où, effectivement, le choix de l'indépendant projeté au niveau du client est une solution, et le drive en est un, parce que venir récupérer ses courses dans un drive, c'est tout à fait logique de choisir son point de collecte tout de suite. Par contre, quand on achète une télé, un frigo, ça n'a absolument aucun sens. En gros, c'est est-ce qu'il faut rentrer par la base ou par le sommet? Ça revient à ça. Le drive, c'était finalement facile. On rentre par la base, ça ne pose pas de problème aux adhérents. Chaque client leur appartient, j'allais dire. Le non-alimentaire, ce que tu décris, c'est que vous avez compris qu'il faut rentrer plutôt par le haut. Exactement. Donc, en fait, ce parcours client nous a beaucoup fait discuter en interne, l'expérimentation aussi. Et donc, on a remis finalement le client au centre du dispositif pour se dire qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et donc, on a basculé dans un mode plus pure player, au point même d'ailleurs, et c'est une expérience de 2013, qui n'était pas forcément, enfin, qui est un peu une première pour nous, de la croissance externe, puisqu'on a, par opportunité, racheté en fait 2 sites pure player, un dans l'activité de parapharmacie et un autre dans l'activité de l'optique, où on s'est dit, tiens, pour accélérer notre développement, on peut, comme on a l'habitude de le faire, développer nous-mêmes, mais on peut aussi partager l'expérience de gens qui ont déjà fait ce cheminement-là. Et donc en 2013, on a fait l'acquisition de 2 sites internet pure player qui s'appelaient Centésima et Candélance, qu'on a racheté à la barre du tribunal de commerce. Et puis, l'intégration des équipes, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu délicat dans un monde indépendant, mais finalement pas du tout, puisque c'est une culture, et on voit bien que dans notre architecture, en fait, on multiplie les cultures individuelles pour en faire une commune. Et donc, cette intégration des pure players a été un vrai enseignement pour nous, parce qu'on a découvert, en fait, le monde de la start-up et ses codes, qui, en termes de partage pour les équipes qui s'occupaient du numérique en interne, a été extrêmement profitable. Donc c'est quelque chose aujourd'hui dont on se nourrit encore beaucoup. Donc on a filialisé en fait ce marché. Le marché de l'optique, on le connaissait un petit peu puisqu'on avait quelques GSS. Par contre, avec l'activité d'optique qu'on a démarrée en 2013, on a fortement accéléré notre développement, et en 2 ans et demi, on est devenu, sur la partie digitale, le 2e acteur derrière l'anti moins cher. Et c'est même d'ailleurs aujourd'hui une opposition, mais en tout cas quelque chose d'un peu nouveau chez nous, c'est que l'activité Internet est plus importante que l'activité physique. Donc, sur ce marché-là. Sur ce marché-là en particulier. Alors, la particularité, et sur laquelle il faut qu'on s'attarde un instant pour comprendre comment ça a été accepté par le réseau, c'est que ces activités-là, je rentre par l'enseigne et non pas par le magasin. Et donc, l'adhérent, lambda, peut se sentir un peu dépossédé. Comment on le gère? Alors, c'est un long temps d'appropriation. Alors, évidemment, les expériences passées y ont évidemment fortement contribué. La performance aussi, finalement, du modèle convainc en interne. Donc, ça sert aussi à amener des arguments très positifs. Après, au-delà de ça, et on en a parlé aussi pendant la matinée, le mode de fonctionnement, donc on a un tiers-temps, évidemment, comme beaucoup de distributeurs indépendants. Le tiers-temps est un moment de partage important dans lequel, en fait, il y a du débat et puis il y a de l'appropriation aussi. On a cette capacité à débattre et puis à un moment donné à s'aligner. On est aussi passé par l'étape d'un congrès, puisque l'année dernière, on était tous ensemble à Stockholm pour décider de notre avenir. Mais en fait, le plus important, c'est la compréhension aujourd'hui des adhérents à se dire on aurait pu faire de l'Internet tout seul dans notre coin, chacun faire son site Internet. Et puis, on a cette capacité maintenant, je pense, le virage étant en cours, en tout cas pris, de se dire il y a une capitalisation de la marque et de la mise en commun de nos moyens. En fait, c'est l'intérêt collectif qui permet de développer le local. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement partagé. Les adhérents, aujourd'hui, sont complètement convaincus de ça. Ils ont cette capacité de se développer localement avec le drive, mais ils ont aussi, sur des marchés où le code est différent, cette capacité de se développer collectivement. Alors après, on a des recettes internes. Hein.
On a travaillé sur le client, on a travaillé sur le partage de la valeur. Oui, puis sur la répartition de qui est à quoi. Et exactement. voilà, quand je viens chercher dans le magasin, qu'est-ce que ça rapporte ou non au magasin comparé à de la livraison à domicile. Une qui est tout à fait visible, c'est que nos sites internet Nonal aujourd'hui, c'est une petite recette interne. Le retrait dans le réseau physique est gratuit, alors que la livraison à domicile est payante. C'est une façon de rattacher le client. Exactement. On va le dire comme ça. C'est une vertu qui est partagée. Est-ce que malgré tout, ça a un peu frotté pour convaincre qu'il fallait aller vers là et ce faisant, accepter une forme d'abandon de souveraineté? Alors c'est un grand mot, mais ça correspond à ça. C'est le drive, je fais ce que je veux chez moi, le site culturel, le site sportif qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, le site parapharmacie qui est ouvert il n'y a pas longtemps. On n'est pas dans cette logique. Est-ce que ça a un peu frotté? Ça frotte forcément parce que y a des individualités, il y a des visions, il y a des particularités. Chacun, entre guillemets, chez nous, a le droit de citer. Donc, ça discute beaucoup, ça partage beaucoup. Mais une fois de plus, c'est l'expérience et le résultat de l'expérience qui fait qu'on arrive à se mettre en marche tous ensemble. Pour se mettre en marche, il faut l'unanimité, la majorité ou la grosse majorité? Il faut la majorité. Même petite? Il faut la majorité. Après... Quand on a fait ce rachat de croissance externe, on n'était pas une majorité à penser que c'était une bonne chose. Et puis finalement, l'expérience a fait que ça s'est transformé très positivement. Donc ça revêt du coup des arguments très positifs. Donc une minorité suffit là, en l'occurrence. Et oui, petit à petit, effectivement. C'est ce qu'on appelle la minorité éclairée, ou éclairante d'ailleurs, je ne sais pas. Ça peut marcher comme ça, mais après il y a quand même aussi d'autres éléments. Un autre élément évidemment très important dans notre dispositif qui est la capacité aussi à Michel de pouvoir discuter avec chacun d'entre nous et de se faire aussi l'opinion et d'arriver à en tirer la synthèse, parce que c'est quand même aussi notre animateur, en tout cas porte-parole de l'enseigne. Ça veut dire que la valeur individuelle de vos entreprises va reposer pour encore longtemps sur son fonds de commerce, mais aussi sur la copropriété d'une partie de ce qu'est votre marque commune, puisque ça va revenir à ça en fait. Ça avait déjà commencé, puisqu'en fait on s'est rendu propriétaire. Vous avez racheté la marque, effectivement. Il y a quelques années. Donc oui, ça passe par là, parce que forcément l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt local, on est fort, et c'est un peu le leitmotiv du commerce associé. On est fort regroupé, on n'est pas fort tout seul dans son coin. Bernard, on change de sujet, on arrive sur l'immobilier. Alors là, on va crescendo dans l'audace, parce que dans ce qui est en train d'arriver, alors il y a des choses qui sont déjà présentes, d'autres qui sont dans les tuyaux en phase d'atterrissage. Il y a par exemple le fait de permettre à des particuliers de passer des petites annonces sur le site internet d'Orpi. Alors là, quand un agent immobilier, qui plus est leader de son marché, va permettre aux particuliers de le contourner, on se dit mais il est fou, ou il est audacieux à un niveau extrême? Alors, avant de parler de cette audace-là, un petit retour en arrière sur les créateurs d'Orpi. C'était il y a 50 ans, 1966, dans une période dans les 30 Glorieuses où l'activité bat son plein, où le président de la République de l'époque ne vient pas dire à la télé « ça va mieux », il gère juste la croissance, et où les agents immobiliers évoluent dans un domaine absolument non réglementé. Les premières réglementations et premières lois, c'est 1974. Autant dire que et les agents immobiliers sont au moins comme les libraires des individualistes forcenés. Je pense qu'ils le sont tous en fait. Vous avez l'impression d'être tous différents là-dessus, mais c'est ceux qui vous ressemblent. Toujours est-il que 5 d'entre eux décident, et on parle de disruption aujourd'hui, c'était très disruptif pour l'époque, très audacieux, décident de mettre en commun leur mandat de vente. Le mandat de vente, c'est la seule richesse, parce que c'est la richesse immatérielle de l'agent immobilier, mais c'est la seule richesse que l'on a, et c'est celle qu'on a intrinsèquement le plus de mal à partager. Eux décident de partager ces mandats dans un fichier unique, dédoublonné, rafraîchi régulièrement, ce qui est toujours le cas 50 ans après, en partant de 2 principes. Le premier, c'est que le vendeur aura une meilleure exposition de ses biens, déjà, il n'y avait pas Internet, mais c'était déjà ça, et l'acheteur aura un parcours client facilité. Donc ça, c'était la première audace. Et puis, petit à petit, oui, les choses ont évolué. On dit souvent qu'on est dans un monde qui change. Moi, je pense qu'on a changé de monde, déjà. Que maintenant, la seule limite, puisque la technologie permet de faire beaucoup de choses, cette fameuse loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, on réinvente et on stocke à peu près 2 fois ce qu'on a produit sur les 18 mois qui ont précédé, etc., font que la seule limite, c'est ce que les hommes veulent bien faire.
Et en termes d'innovation, eh bien, on a essayé de regarder comment pensaient nos clients. Einstein disait l'innovation, c'est penser à côté. Et puis il y en a un autre grand qui s'appelait Steve Jobs qui disait que l'innovation, c'est ce qui distingue le leader du suiveur. Bah, nous, on a la prétention de penser à côté et d'être leader. Donc petit à petit, en démarrant de la réflexion autour d'Internet, on en est venu très vite au digital et très vite ou concomitamment à se dire qu'est-ce que c'est que le parcours client idéal aujourd'hui? Que veulent nos clients? Qu'est-ce qu'ils nous réclament? Pourquoi une certaine fraction d'entre eux sont absolument rétifs à l'idée de passer par un agent immobilier? Alors nous, on a la chance chez Orpi d'être à un taux de mandat exclusif de 43%, ce qui est à peu près 3 fois la moyenne de la profession, mais quand même. Et puis, il y a toujours des irréductibles. Donc, c'est plutôt cela qu'on est allé voir en se disant, on va réinventer, autant que faire se peut, le parcours du client. Donc, on ne va pas changer le client, on va se changer nous, parce que de toute façon, voilà. Ceux qui ne veulent pas ne voudront pas. Plutôt que de dire les clients vont venir aux agents immobiliers, on s'est dit que les agents immobiliers devaient aller encore plus vers les clients. D'où ces idées-là. La plus disruptive, c'est effectivement les annonces de particuliers sur le site d'orpi.com, mais ce n'est pas la seule. On a maintenant lancé un estimateur en ligne, c'est-à-dire que nos clients peuvent aller directement faire l'estimation d'un bien avec des algorithmes qui sont choisis et avec des éléments factuels, donc des milliers, millions même de données représentant nos 50 ans d'expérience sur le marché. Bien évidemment, cet estimateur en ligne est destiné à donner une première fourchette qu'il faudra affiner avec l'agent immobilier sur place. Nous allons lancer avec un nouvel espace client la signature électronique qui va permettre à distance, puisqu'on est dans un fichier commun partagé, donc travailler à distance et faciliter la vie de nos clients via la signature électronique sans se déplacer, ça fait partie des choses que nous mettons en avant. On va leur permettre de tester aussi l'appétence et la popularité de leurs biens par un système dit de pré-vente. Il faut expliquer un petit peu ce que c'est qu'une pré-vente. Oui, alors la pré-vente, c'est de se dire, voilà, déjà, premier constat technique, nos études ont démontré que la première démarche d'un internaute lié à l'immobilier, entre ce temps 1 et le temps du passage à l'acte, c'est 3 ans. Pour des raisons diverses. On va en parler avec son collègue de bureau, on va en parler dans une réunion de famille, on se dit tiens, je vais aller voir, on voit une publicité à la télé, on se dit je vais sur le site, etc. etc. Et statistiquement, chacun passe à l'acte 3 ans après. Donc on s'est dit que pendant cette période-là, alors très honnêtement et en toute transparence, on n'a pas inventé grand-chose parce que ça existe déjà depuis des années aux États-Unis. On est allé voir là-bas, puisqu'on y va régulièrement, comme tout un chacun, et on s'est dit que ça pouvait faire sens que de permettre à nos clients d'aller voir de temps en temps ce que leur bien pouvait attirer comme contact client. Juste ça. Donc en gros, c'est je mets le doigt dans l'eau pour voir la température. Ça revient à peu près à ça. Notre site internet est leader, on a plus de 2 millions de visiteurs par mois. Et on leur dit, venez voir chez Orpi et testez vous-même, sans autre engagement que ça. Troisième élément ou troisième étage de la fusée, on leur permettra aussi, toujours dans l'idée qu'il n'y a aucune raison que le client se passe d'un agent immobilier dorénavant, parce qu'on évolue dans un environnement qui est particulièrement complexe, qui est de plus en plus technique. Les réglementations s'empilent les unes les autres et c'est un énorme millefeuille, c'est anxiogène. On vend sa résidence principale 3 ou 4 fois dans une vie en moyenne. Donc, à chaque instant où on va être dans ce projet immobilier, c'est par définition anxiogène. Donc, on veut dire à ces clients qui pensent pouvoir s'en sortir tout seuls qu'on a une vraie valeur ajoutée. C'est d'ailleurs à cette aune-là que se mesure l'écart entre un bon ou un moins bon agent immobilier. C'est quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon client. Donc, l'idée de la prévente, c'est ça. Ensuite, on a à côté des packs de services. On va proposer aux clients qui se disent je vais peut-être essayer de me débrouiller tout seul, mais il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas très bon ou en tout cas ça me fait peur. Eh bien, on leur proposera, et nous sommes en train de travailler avec eux en ce moment dans des groupes de travail, on leur proposera de leur vendre des packs de services. En gros, là, vous allez leur permettre de se passer de vous. Parce que si on le présente de manière plus disruptive encore, c'est ça. On va leur dire que s'ils pensent pouvoir se passer de nous, il y a 2-3 choses incontournables et qu'on peut peut-être les aider. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on sorte de cette fiction qui consiste à dire
Si un vendeur me confie un mandat de vente et qui vend tout seul de particulier à particulier, je vais le haïr et ne plus le reconnaître. Mais à peine a-t-il vendu qu'il va devenir un acquéreur en puissance et qui viendra me voir dans mon agence immobilière pour acheter. Et là, je vais lui dérouler le tapis rouge. Donc, autant sortons un petit peu de cette ça. fiction. En fait, quelque part, c'est leur dire on va essayer de vous donner rendez-vous un peu plus souvent que 3 fois dans votre vie. Et à chacune de ces étapes-là, eh bien, on a la prétention d'être au rendez-vous. D'où vient ce process, ces innovations? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est les adhérents qui se sont introspectés, j'allais dire, sur ça. C'est quelqu'un de l'extérieur qui vous l'a révélé. C'est toi, en tant que guide suprême, excuse-moi, voilà, qui a éclairé la foule de ce besoin-là. Ça vient d'où? Non, je n'aurais pas cette prétention-là du guide un, suprême. Un peu simpliste, je l'accorde, mais c'était pour comprendre. Non, en fait, le premier cheminement, c'est ça. On est à la fin d'un cycle de notre site web. Orpi.com est en train de vieillir. On se dit il faut qu'on refasse quelque chose. Donc, il n'y a pas que la partie visible, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et tant qu'à faire à refaire ça, c'est des gros investissements. Ce sont des décisions qui ne sont pas toujours évidentes à prendre. Et on se dit il faut qu'on revoie le parcours client. Et le digital est là, et le digital implique quoi? C'est-à-dire que si on refait tout le parcours Internet d'Orpi sans tenir compte du changement de ce que veulent dorénavant nos clients, on est à côté du sujet. Donc et ça on aura mis beaucoup d'argent pour rien. Donc ça s'est imposé petit à petit, il y a une forme de sédimentation. On travaille beaucoup, comme tous les groupements, avec des partages d'expériences, avec des groupes d'adhérents qui... soit selon leur âge ou leur goût, sont plus ou moins tournés vers tel ou tel sujet. Et en permanence, et on le fait aussi notamment pour les campagnes publicitaires, on demande à nos clients, aux clients finaux, ce qu'ils en pensent. Voilà. Nous, on est parti d'un principe très simple, c'est qu'on ne pouvait pas segmenter en disant il y a d'un côté l'ancienne économie et puis les vieux et les anciens, et puis de l'autre les jeunes et la jeune économie. La tradition et l'innovation, pour nous, ça fait du sens. Et on a voulu marier ces choses-là. On a donné rendez-vous également et aux adhérents et aux clients. On leur dira de manière très transparente quels sont les résultats qui ont été obtenus. On a lancé le site avec ce système d'estimation en ligne le 12 avril. À fin mai, on avait 4800 nouveaux clients qui avaient fait des estimations en ligne sur le site France Entière. Donc, qui étaient venus vers vous qui étaient venus vers vous, qu'on n'aurait sans doute jamais rencontré. Le dernier point, qui est peut-être le plus audacieux, ou en tout cas le moins intuitif, on va dire, ce sont les annonces de particuliers sur le site Orpi. Effectivement. On va commencer par ça, parce qu'effectivement, voilà. c'est ce qui surprend le plus vu de l'extérieur. Alors, comme je disais, le vendeur qui vend tout seul, je ne vais pas vouloir le regarder ni lui serrer la main. Par contre, quand il se transforme en acquéreur, je vais l'accueillir. Il faut sortir un petit peu de ce schéma-là. Et puis aussi, le premier informé demain du désir de vente d'un client dans sa zone de chalandise, parce qu'on revendique, il y a 1200 points de vente Orpi, on revendique l'expertise de proximité. Le premier averti de la décision du monsieur ou de la dame qui croise tous les matins devant son agence de cette décision de mise en vente, ça sera l'agent immobilier Orpi, tout simplement. Après, à lui de convaincre ce client-là que, une fois qu'il aura essuyé quelques déconvenus sur l'organisation des visites, que les clients ne seront pas à l'heure, voire ne seront pas venus du tout, qu'il aura bloqué un samedi ou un dimanche pour attendre des clients, etc., que peut-être on pourra lui amener cette valeur ajoutée qui fera la différence. Est-ce que ces trois audaces-là, appelons-les comme ça, donc les petites annonces sur le site, la prévente et le pack service, où en gros tu me permets de m'occuper tout seul de cette transaction, est-ce que ça a été voté? Oui, ça a été voté. Est-ce que ça a été difficile à faire voter? Oui. D'accord. Donc il a fallu parce que mettre de l'huile. Il y avait deux choses à la clé. La première, c'était un aspect très vulgaire qui s'appelle l'argent. Il a fallu augmenter le budget de la coopérative. C'est pas sale, mais c'est en tout cas déterminant dans un projet comme ça. C'est jamais évident de demander à ses adhérents une augmentation de cotisation de l'ordre de 30 à 35% en moyenne. Sur une année pour mener à bien, non, pour tout le temps. Oui, mais je veux dire en une seule fois. Le gap en une seule fois. Le gap en une seule fois, oui, ça a été un gros débat. C'était un gros débat. Et tout ça dans un délai très court, parce que les dossiers structurants de notre coopérative se traitent en général dans un espace-temps de 18 mois. Là, on l'a fait en 6 mois, sans avoir grand-chose à leur faire voir, et uniquement convaincu que c'était le chemin qu'il fallait prendre. Donc, alors, comment on y arrive une première difficulté.
Ça, c'était celle-là. Ouais. Et puis après, il y a l'être humain n'aime pas le changement. Ni toi ni moi n'aimons le changement. Fondamentalement, on est. La preuve, il y a une on est là forme- il y a une presque forme chaque de année. C'est confort fort. à rester faire ce que l'on a l'habitude de faire. Donc c'est ce frein-là au changement. Donc il y a eu le plus de pédagogie possible dans un minimum de temps. Je rappelle 6 mois versus les 18 mois habituels. Mais nous y sommes parvenus. Techniquement, on n'avait pas besoin d'une majorité qualifiée, mais on a voté à 65-35, donc ça s'approche assez de cette Une majorité. petite majorité qualifiée. aurait-elle suffi pour poser la même question qu'à Guillaume? On n'y serait pas allé. Moi, j'y serais D'accord. pas allé. D'accord. J'y serais pas allé parce que c'est un projet qui implique tellement de choses et pour le futur, parce que je disais en souriant que c'est pas pour une année, c'est pour tout le temps, et pour le futur et dans l'organisation du métier, dans la compréhension des choses, dans tous ces changements qui sont pas évidents. Et moi, je comprends pertinemment les craintes des adhérents qui ont voté contre. Non, on aurait eu 51-49, on n'y allait pas. Tu comprends, Ça- Guillaume, ça, c'est clair. La vision qu'il a de ce qu'est ou non la majorité, tellement c'est structurant? Parce que vous aussi, c'est quand même très structurant. C'est un changement de relation à l'outil commun, quand même. Absolument. Vas-y, vas-y. Le marron. Le marron, s'il vous plaît. Voilà, il arrive. Vas-y, commence. Le vert. Je comprends parfaitement, puisqu'effectivement, on y est assez régulièrement confronté en Oui. interne, mais ce qui me venait comme idée à l'esprit et quand j'entendais cette expérience, c'est qu'en fait, même pour le drive ou pour les sites non alimentaires qu'on est en train de mettre en place, même s'il y a une direction qui est prise à un moment donné, il y a toujours une poche, et c'est ça l'innovation, il y a toujours une poche qui est réservée à potentiellement la contradiction. Et on prend l'exemple du drive aujourd'hui en se disant c'est une success story. Rappelle-toi, mon cher Olivier, que les débuts du drive, c'était pas forcément une success story. Ça a été très controversé chez nous parce que forcément, c'est l'hyper, c'est potentiellement une remise en cause du parcours client par rapport au classique passage de l'hyper. Donc ça fait forcément grincer des dents certains. Et puis après, les choses avancent et c'est cette expérimentation qui fait que par ce petit bout d'innovation, on arrive à démontrer quelque chose de très différent. Et après, il y a une acceptation qui peut arriver. La valeur de l'exemple, on en revient à ça. Il Oui. faut faire pour montrer et démontrer. Bernard. Sur les conditions de l'acceptation Ouais. de ce gros projet, d'abord, moi je voudrais rendre hommage à la maturité de nos adhérents parce que la plus grosse fraction de ceux qui avaient voté contre sont venus nous voir après en nous disant écoutez, maintenant c'est voté, on y n'était va. pas d'accord, mais on y va parce que voilà, c'est l'avenir. Et puis, quelque part, s'il y a une majorité qui s'est prononcée pour, on va les suivre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est arrivé très très vite parce que le vote de ce gros projet pour nous, c'est décembre 2015. Les premières réunions que nous avons au printemps, nos adhérents sont en train de discuter. Ne remettent plus du tout en question ce principe-là. Ils sont en train de discuter de comment est-ce que je vais attribuer les contacts clients, comment on va se les répartir. Ça veut dire qu'ils sont déjà passés dans l'étape d'après, convaincus que voilà, maintenant il faut y aller. Et puis aussi parce qu'on a fait ça en regardant ce qui se passait autour et dans d'autres métiers que les nôtres. Et la question finalement, c'est pas est-ce que oui ou non, c'est quand et comment. Nous, on a déjà répondu à ces deux dernières questions-là. Donc voilà, on va continuer d'avancer. C'est pas évident. On est prêt à ralentir un petit peu le rythme parce que on n'a pas lancé toutes ces innovations en même temps. Il faut le temps d'appropriation. Je crois qu'un des éléments fondamentaux d'un projet comme celui-là, c'est de laisser au réseau et à ceux qui vont l'utiliser et donc le revendre après aussi en interne aux équipes commerciales, le temps de s'approprier le projet. Donc là où il faudra aller un petit peu plus lentement, on ira plus lentement. On n'est finalement pas contraint de tout faire tout de suite, on est contraint de tout finir bien. Bon, nous, on est contraints de terminer. Mais un petit mot, un regard croisé aussi, comme tout à l'heure, dans les deux autres expériences que la tienne. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu retiens? Un point, une anecdote? Moi, je crois que dans ces expériences-là qu'on a partagées, il y a un point commun, c'est qu'on n'hésite pas à se remettre en question. On dit il faut rêver, il faut oser les choses, il faut changer les choses. D'une certaine manière, voilà, c'est ce qui s'est passé. Si on reste cantonné dans son entre-soi, dans ce qu'on sait faire plus ou moins bien et qu'on veut surtout pas changer, on n'y arrive pas. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Et c'est jamais impossible que des
vrais, purs, indépendants, individualistes, fassent des choses en commun et les fassent bien. On en est l'exemple les uns et les autres. Guillaume, Donc, ça rend soit optimiste. l'exemple Canal BD, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de dire l'un et l'autre, hein, vous pouvez prendre un fait. J'équilibrerai à la fin, je vous rassure. Je pense qu'en fait, ce qui nous fédère, c'est finalement cette capacité d'adaptation. On a tous un marché historique, des expériences, des habitudes. Et finalement, on arrive à travers cette adaptation et cette capacité d'adaptation, parce qu'en fait, ceux qui éprouvent le plus de difficultés sont ceux qui arrivent le moins à s'adapter. Et c'est cette capacité d'adaptation qui nous permet de muter sur nos différentes perceptions du client, captage du client, canaux de vente, réseaux et compagnie. Marc, pareil, tu n'es pas obligé de dire Leclerc, c'est un gros concurrent sur la BD, hein, avec les espaces culturels. Non, nous, on ne se positionne pas par rapport aux autres, en fait. On fait notre chemin. Alors, malgré tout, dans ce qui a été dit, dans nous, les audaces ou les innovations, qu'est-ce que tu retiens? Quand j'écoute mes camarades, je me dis qu'elles travaillent encore à... La route est longue. La route est très longue. Nous, on est tout petit, on est un tout petit groupement. Depuis ces quelques années où l'on fréquente la FCA, je remarque qu'on fait on a le même mental. On est dans la même voie en fait. Et quand on partage, quand on discute, on a les mêmes attentes et c'est vraiment intéressant. Bon, et c'est pas plus mal que la route soit longue parce que ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. Donc c'est jamais mauvais dans la vie quand même. Allez, un tout dernier mot, vas-y. Deux mots, un peu hors sujet de cette table ronde, mais ça a été évoqué par Éric tout à l'heure. Ce fameux amendement à la loi El Khomri est mortifère pour les entrepreneurs indépendants sous enseigne nationale. Et je voudrais vous dire qu'au nom d'Orpi, on est prêt à soutenir toute initiative. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. On a un mois à peine, puisque la commission mixte paritaire, c'est fin juin, début juillet. Donc nous sommes, nous et votre serviteur, à disposition pour toute action en commun visant à le faire retirer définitivement. Bon, voilà, ça fait un soldat de plus dans l'armée, c'est déjà ça. Bon, je pense que tu peux en récupérer quand même quelques-uns ici. Bon, merci à tous les trois. Vous pouvez les remercier par vos applaudissements. Et je vous propose pour terminer, Marc et son sac Canal BD, ça restera comme une image. Hein.